Bon, ce soir, on a le privilège de recevoir Virginie Soubias-Konofal à propos d'un livre que je pense très honnêtement très important. Il est court, mais brosse bien l'histoire de l'éducation en France, de l'Ancien Régime à nos jours. La République se prétend éducatrice, c'est une vision sur le plan purement doctrinal, totalitaire. Ce n'est pas le rôle de l'État d'éduquer, éventuellement d'instruire. Il n'y a pas d'éducation possible sans contrainte. Il suffit de relire Jäger, les grands maîtres qui ont expliqué le système éducatif dans l'Antiquité. Au Moyen-Âge, dans le haut Moyen-Âge, c'était les écoles monastiques, les alumnats. D'ailleurs, Saint-Benoît, dans sa règle, évoque les jeunes qui étaient confiés par leurs parents au cloître pour être formés, éduqués, pas forcément pour devenir moines. Sous l'Ancien Régime, c'était une obligation pour l'Église d'ouvrir des écoles paroissiales. Et c'est un mensonge de croire que l'éducation gratuite, obligatoire, c'est l'invention bienfaisante de la République grâce à Thierry Jules et à ses compagnons de certains cercles obscurs. Pour comprendre les problèmes d'aujourd'hui, je parle de l'éducation moderne. Je pense que vous allez revenir sans doute à l'Ancien Régime et aux différentes théories, et je pense qu'en une heure, vous n'aurez pas le temps d'évoquer que ce soit l'éducation monastique, les théories des jésuites, de Saint-Pierre Fourier, Jean-Baptiste de La Salle, et il y en a bien d'autres, qui chacun mettait l'accent sur un aspect. Aujourd'hui, quel que soit le ministre, c'est toujours les principes de la Révolution prétendument française, d'Alembert ou le papier de Saint-Fargeau qui sont appliqués d'une manière alternative, à tour. Et on voit très bien l'échec aujourd'hui parce que, tout simplement, les maîtres sont confrontés à des populations d'origine diverses et soit les programmes vont réellement éclater, on fera des cours en tenant compte de l'origine ethnique de tel groupe, d'ailleurs fait en gestation, me semble-t-il. Et on voit très bien que le niveau général en France baisse de manière dramatique. Certains pays d'Afrique, je pense par exemple au Burkina ou au Gabon, l'enseignement des lettres ou des mathématiques est nettement supérieur à l'enseignement français. Je connais une jeune vietnamienne réfugiée. Dans ces écoles-là, moins de confort qu'ici, les enfants sont par terre, ils écrivent sur les genoux. Elle est déjà en maths supérieure. Laisse sauter les classes. Donc on va vous écouter avec grand intérêt. Je pense que vous allez partir de la situation actuelle pour remonter dans le temps. Voilà, à vous. Merci. Donc, merci pour cette présentation. Merci à vous d'être venu écouter ce que nous allons dire. Pour commencer, je vais partir d'un livre américain qui date déjà et qui fait le bilan de notre société. Donc, je vous ai imprimé la couverture. C'est un livre de Neil Portman qui s'intitule « Se distraire à en mourir ». Je l'ai découvert à travers la lecture d'un livre absolument extraordinaire que je vous conseille, qui s'intitule « TV Lobotomie » de Michel Desmurget. Et ce livre explique l'influence des écrans sur les sociétés modernes et la décérébration qui en découle. Et donc on voit qu'on est en train d'assister à une sorte d'évolution inversée et on voit ce que l'humain était et ce qui est en train de devenir grâce aux médias, à la télévision. Et donc on voit le singe qui est fasciné par l'écran devant lequel il s'accroupit.
Et on a l'impression que l'école participe de ce processus et y participe de façon assez consciente. Alors, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qui se passe à l'étranger, parce qu'on oppose beaucoup le modèle français au modèle finlandais, et on nous dit que la Finlande est notre avenir, et que si on voulait restaurer l'école, il faudrait s'inspirer du modèle finlandais. Donc je ne sais pas si vous avez vu que depuis 1 an et demi, la Finlande vient de retirer l'écriture manuscrite des acquisitions obligatoires des élèves, donc de ce que l'école devait enseigner aux élèves. Donc il y a ce mouvement très porté sur les nouvelles technologies, sur l'invasion des écrans et des claviers, qui fait qu'en Finlande, les élèves, l'écriture cursive, donc l'écriture manuscrite ne sera plus enseignée à l'école, malgré tous les travaux des neuroscientifiques qui nous expliquent à quel point cette écriture est fondamentale dans la fabrication, dans la construction du cerveau. Et ça va dans le sens de ce qui se passe aux États-Unis, puisque aux États-Unis, depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est la 4e année, 45 des 52 États américains ont supprimé l'écriture cursive des enseignements, des acquisitions obligatoires en fin de scolarité. Donc on voit qu'il y a vraiment un processus qui est un mouvement mondial, en tout cas dans les pays développés, et qui remet en cause les fondements même. On a l'impression que l'école a pour objectif d'apprendre à lire, à écrire, à compter. La définition même de ce qu'est écrire va être modifiée, puisqu'aujourd'hui écrire, c'est être capable de taper un texte sur son clavier. Et beaucoup de commentateurs, beaucoup de pédagogues nous disent que finalement ça entérine simplement un mouvement global, que dans la population globale les gens n'écrivent plus, que la plupart des actes, même notariés, sont signés en ligne, et que de façon électronique, et que les gens n'ont même plus besoin d'apprendre à signer leur nom. Ce qui était la base des tests de l'alphabétisation. On savait déjà, on se fondait sur la capacité à signer au moins un document, à écrire son nom, pour savoir si les gens avaient une maîtrise de l'écriture. Aujourd'hui, effectivement, les gens ne signent même plus. Donc on a ce mouvement qui est un mouvement général. Alors vous avez sûrement été sensible aux résultats de la France, aux différentes enquêtes. Donc le ministère communique au sujet de ces enquêtes. Donc il y a 2 grandes enquêtes internationales qui évaluent le niveau des élèves. C'est l'enquête PISA, qui porte sur plusieurs disciplines scientifiques et disciplines littéraires. Et puis l'enquête Pearls, qui est plus centrée sur l'acquisition de la lecture. Vous avez vu que la France s'effondre dans tous ces classements. Alors on peut se rassurer parce qu'on nous dit que la dernière enquête Pearls, la dernière enquête PISA, donc elle date de 2015, et la dernière enquête Pearls date de 2016. Pour PISA, la France était 27e sur la totalité des pays testés. Donc il y a tous les pays de CDE et puis un certain nombre d'autres pays qui participent à l'enquête. Mais on est quand même très très mauvais. Et pour l'enquête Pearls, on est 34e sur 50. Donc on commence à s'approcher assez dangereusement du fond. Et alors on peut se rassurer parce que derrière nous, on a plein de pays d'avenir. On a Trinité et Tobago. Je n'ai toujours pas cherché pour savoir exactement où c'était. Voilà, on a la Lituanie, la Hongrie, la Bulgarie, l'Uruguay, la Roumanie, le Costa Rica. Donc ça rassure tout le monde d'avoir encore ces pays-là. Ça rassure tout le monde d'avoir encore ces pays-là derrière nous. Alors que devant nous, évidemment, nous avons tous les autres, le Royaume-Uni, l'Australie, la Corée, le Japon, Singapour, etc. Alors l'idée, c'est la question que tout le monde se pose, c'est de savoir comment on en est arrivé là. Parce que beaucoup de gens ont une vision un peu fantasmée de ce qu'était l'école. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que je forme des étudiants, de futurs instituteurs, dans le cadre de la Fondation pour l'école, donc à l'Institut libre de formation des maîtres, à l'ILFM. Et j'ai de grands amphithéâtres, donc on a 90 étudiants qui viennent se former tous les ans. Et donc en corrigeant les copies, je voyais toujours dans l'esprit de mes étudiants une comparaison, je retrouvais toujours une comparaison entre l'école d'aujourd'hui, qui était la pire des choses possibles, et l'école d'avant. Alors moi je suis antiquisante, j'ai un doctorat de latin, donc l'école d'avant ça pouvait remonter à loin, donc je leur demandais de préciser un petit peu quand ils dataient approximativement ce avant. Et je me rendais compte qu'en fait dans leur esprit l'école d'avant qui tournait bien c'était l'école de Marcel Pagnol, c'était l'école de la Troisième République, l'école de la fin du 19e, de l'entre-deux-guerres, et que là tout était parfait. Les maîtres étaient bien formés, les élèves travaillaient, le certificat d'études était le nec plus ultra de ce qu'on pouvait demander à des élèves, etc. Donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus et je me suis dit mais finalement il faut que je leur fasse comprendre que les lois de Jules Ferry qui prétendument instaurent l'obligation scolaire, la gratuité, le côté public de l'enseignement et la laïcité sont une sorte d'imposture parce que sur ces 3 thèmes, sur ces 4 thèmes, il y en a 3 qui sont effectivement importants.
la dimension publique, l'obligation scolaire et la gratuité. Et ces trois-là sont en place déjà en France avant les lois de Jules Ferry. Et quand on nous dit, et donc ce qu'apporte la loi de Jules Ferry, en réalité c'est juste la laïcité. Et puis je vais essayer de vous le montrer, une mise en place d'un monopole d'État sur l'éducation et d'une centralisation qui en fait me fait penser, et c'est là que je m'oppose un petit peu à ce que les médias essaient de nous faire penser, ce qui m'a amené à penser que la situation actuelle de l'école n'était pas du tout une crise. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, l'école n'est pas en crise. L'école va très bien, dans le sens où on assiste à un parachèvement de ce qui est le programme de l'éducation nationale depuis plusieurs décennies, en fait depuis presque un siècle et demi. Donc on n'est pas du tout face à une déliquescence du système ou face à une décadence, comme tout le monde semble le penser, mais au contraire face à une réalisation parfaite du modèle qu'il s'était donné et dont on voit les résultats. Mais tout se construit progressivement et il continue à construire parce que beaucoup de gens ont placé leur espoir dans le ministre actuel. Moi, la première, quand j'ai écouté ces premières déclarations de M. Blanquer, je me disais, voilà, peut-être que le bon sens revient. Mais en fait, quand on regarde les programmes qui sont mis en place, on se rend compte que rien ne change. Donc c'est exactement la même chose que ce que Najat Vallaud-Belkacem avait mis en place. On continue exactement. On lance aux médias un petit peu de poudre aux yeux parce qu'il faut rassurer le bon peuple, le gros populace, comme disait la Boétie dans le discours de la servitude volontaire. Donc il faut rassurer le gros populace et éviter que les gens ne soient trop émus. Donc on leur dit mais oui, on va faire des dictées. Alors moi je veux bien, je suis enseignante de lettres. J'étais ravie qu'on nous annonce qu'on allait faire des dictées. Et quand on regarde les programmes, allez voir, tout est en ligne, tout est tout à fait transparent. Si vous allez voir sur le site de l'Éducation nationale, donc EduScol, le site de ressources, je parle pas trop vite ? Un peu, si un peu, je vais essayer de ralentir mais je suis un peu énergique. Sur le site de l'Éducation nationale, donc le site ressources EduScol, on a tous les programmes. On se rend compte que par exemple au cycle 3, ils sont censés mettre en place un nombre d'apprentissage minimal. En conjugaison, par exemple, on doit mettre en place le présent et l'imparfait et le futur pour les verbes du premier groupe, simplement. Parce qu'en français, les verbes du troisième groupe n'existent pas, on ne les utilise jamais. Et ceux du deuxième sont très infimes. Et donc pour les verbes du premier groupe, et puis le passé simple, c'est seulement la troisième personne du singulier et du pluriel. Le subjonctif n'apparaît qu'en cinquième, donc on attend que l'élève ait 13 ans pour qu'il puisse dire à un élève jusqu'en cinquième, jusqu'au début de la cinquième, enfin c'est le cycle 4, donc le professeur va l'étalonner, il peut l'apprendre seulement en troisième s'il le décide. Et donc jusqu'à au moins 13 ans, un élève va dire il faut que je fasse pipi, parce qu'il aura quand même vu le verbe faire qui fait partie des verbes obligatoires, donc il l'aura vu au présent. Et puis à partir enfin à 13 ans, il va enfin pouvoir dire il faut que je fasse pipi parce que son professeur aura pensé qu'il est assez mûr pour affronter ce monstre du subjonctif qu'on n'utilise absolument jamais en français et qui n'aura donc jamais croisé dans aucun texte. Donc vous voyez, le contenu est tellement déliquescent. Pareil, il n'y a plus d'analyse logique non plus les médias se sont émus de l'histoire du sujet et du prédicat. On a cru que ça allait être enterré, mais pas du tout. Hein. Dans les instructions ministérielles, c'est toujours l'analyse logique se réduit à l'apprentissage, au découpage de la phrase en sujet et prédicat. Donc le sujet, c'est très simple. En général, c'est quelques mots. Alors, il y a les expansions du sujet, ça peut gonfler un petit peu. Si on lit un texte de Proust, mais plus personne ne lit Proust. Si on lisait un texte de Proust ou de Chateaubriand, on aurait de grands sujets. Et dans la littérature jeunesse, on a souvent un sujet qui se réduit à un nom propre, ou à le chien, la maman, le papa. Et puis tout le reste, c'est le prédicat. Là, on s'est demandé pourquoi on avait attendu 2000 ans pour trouver une solution aussi simple aux questions grammaticales, parce que ça réduit quand même considérablement la complexité de l'apprentissage de la langue. Donc on imagine bien que quand on donne peu d'outils aux enfants, on ne peut pas attendre après qu'ils construisent des choses complexes, qu'ils construisent un discours complexe ou qu'ils construisent une pensée complexe. Mais tout ça, c'est parfaitement organisé. Donc on va revenir un petit peu en amont pour voir comment on en est arrivé là. Parce que l'Éducation nationale trouve qu'elle va très bien. Si vous regardez aussi les évaluations, alors allez regarder aussi les textes des évaluations de primaire. Donc, les évaluations sont faites en CE2 et en CM2 pour voir le niveau des élèves de primaire. On leur donne des textes à comprendre. Alors les textes, c'est très, très exigeant. C'est le train arriva en gare à 17h32, les passagers en descendirent. Première question, à quelle heure arrive le train? Donc, et on considère que s'ils répondent à la question, ils savent lire. Et malgré ça, on se rend compte qu'on a plus de 34% des élèves qui se trompent. Et on considère qu'un élève qui se trompe dans 30% des cas a une maîtrise suffisante de la lecture. Alors moi, je rêve d'un monde où on applique ça aux pilotes d'avion. On crache un avion sur 3, satisfaisant. Aux chirurgiens, on tue un patient sur 3, niveau satisfaisant. Vous voyez, mais pour les élèves, on l'accepte. On considère que 30% d'erreurs,
c'est satisfaisant comme niveau. Mais on imagine bien qu'un élève ne peut pas accéder au sens d'un texte. Et là, on ne parle pas de sens d'un texte littéraire, on parle d'un énoncé de mathématiques, d'un énoncé de physique, d'un texte d'histoire. Moi, j'ai des collègues qui enseignent en 6e qui me disent que les élèves mettent 1 heure à lire l'énoncé du devoir d'histoire ou de sciences. Donc forcément, ils ne peuvent pas répondre aux questions, ils n'arrivent pas à déchiffrer l'énoncé. Dans un collège public de province, ou enfin pas à Saint-Denis ou dans les zones prioritaires qui intéressent beaucoup le gouvernement. Donc je voulais revenir sur ces 4 termes, gratuité, obligation, dimension publique de l'enseignement et laïcité, pour voir comment le tour de passe-passe avait été fait et comment la République avait pu récolter les fruits de ce qu'elle n'avait pas mis en place. Parce qu'on se rend compte, en fait, la génération Jules Ferry a été évaluée et on a les taux d'alphabétisation, vous pouvez les trouver dans les ouvrages d'historiens sur le 19e siècle, mais aussi dans un très bon ouvrage d'Emmanuel Todt sur Après la démocratie, qui donne les chiffres d'alphabétisation. On se rend compte qu'on est à plus de 75% hommes-femmes confondus pour la génération qui était scolarisée avant les lois Jules Ferry. Donc les gens qui avaient une vingtaine d'années juste après les lois Jules Ferry. Donc eux n'ont pas bénéficié des lois scolaires et pourtant on avait des taux d'alphabétisation tout à fait satisfaisants. Mais ce sont ces taux d'alphabétisation-là que la Troisième République a brandi en disant « Regardez, on a fait des miracles ». En réalité, les miracles, ils avaient été faits auparavant lors de la mise en place du système d'instruction publique. Donc en France, alors il faut bien commencer un jour. Vous savez, la notion de France est un peu, elle glisse un petit peu entre les doigts. Voilà, on sort de l'Empire romain, il y a beaucoup de structures qui se mettent en place. Et quand on regarde ce que l'Église met en place, on se rend compte que dès le 6e siècle après Jésus-Christ, dès le concile de Vaison en 529, l'Église impose aux prêtres de paroisse d'ouvrir des écoles pour les enfants dans chaque paroisse. Et on se rend compte qu'en cette époque médiévale, on considère qu'il faut ouvrir une école lorsqu'il y a 5 maisons. On considère que 5 maisons sont susceptibles de générer un nombre d'enfants suffisant pour qu'une école se justifie, pour que l'enseignement soit dispensé par les prêtres. Donc la première notion d'obligation scolaire en France, c'est une obligation de l'offre. C'est l'Église qui impose à ses prêtres d'instruire les enfants pauvres et les instruire gratuitement. Donc les prêtres doivent recevoir chez eux, il n'y a pas de locaux scolaires, les prêtres doivent recevoir chez eux les enfants et pour leur dispenser un enseignement. Et donc on va appliquer un système de gratuité qui est le système ecclésial de gratuité, le système de gratuité qu'on pourrait appeler juste et pas égalitaire. C'est-à-dire que ceux qui peuvent payer paient et ceux que le curé considère comme pauvres ne paient pas. Donc les riches paient pour les pauvres et de toute façon la plupart des enseignants sont bénévoles. Donc le système va se généraliser. On voit qu'au cours du Moyen-Âge, aujourd'hui on aimerait bien une école pour 5 enfants. Quand on voit la quantité d'écoles rurales qui sont fermées dans les villages et qu'on leur met un seuil délirant de 17 élèves par groupe pour pouvoir maintenir leur classe dans des petits villages de 500, 800 habitants, on se rend compte que la situation s'est vraiment dégradée. Donc l'école au Moyen-Âge se confond avec les décisions de l'Église. C'est l'Église qui prend en charge le système scolaire, qui n'est pas vraiment un système, qui prend en charge en fait l'instruction des enfants et avec un souci vraiment de l'individu. Donc ce qui prévaut en France à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'enseignement individuel. Donc les enfants sont regroupés par lieu géographique et on les instruit individuellement, chacun selon leur capacité, leur progression propre, leur niveau, leur âge, et donc tout est individualisé. Et on voit dans les textes de tous les conciles qui vont se succéder, dans les admonestations des évêques, on voit toujours les mêmes principes revenir, à savoir que ce qui prévaut, c'est le salut de l'âme de l'enfant. Et que l'éducation n'est pas un but en soi, n'est pas l'objectif poursuivi par l'instruction, mais que l'éducation est laissée à la charge des familles. On voit que l'instruction, pas de glorification de l'érudition comme un trésor absolu, on voit que l'instruction est assujettie, elle est mise au service du salut de l'âme. Et donc on considère que pouvoir lire les textes, accéder à la liturgie, développer son esprit critique, c'est une façon de pouvoir résister aux ruses du démon, une façon de pouvoir forger sa personnalité et se tourner vers le bien. Donc il y a toujours eu cette idée que l'instruction devait être moralisée aussi, qu'elle était liée à des impératifs moraux et qu'elle allait permettre le développement moral de l'individu. Donc on voit se succéder beaucoup de mises en place ecclésiales. Donc ce sont les évêques qui vont avoir la mainmise sur l'éducation et les structures sont complètement décentralisées. Il n'y a pas de système de rémunération, par exemple, des enseignants, ce qui va poser pas mal de problèmes parce que le métier d'enseignant, finalement, va attirer un certain nombre de marginaux, de gens qui ne peuvent pas faire autre chose, des handicapés,
des gens qui n'auront pas, c'est peut-être encore le cas aujourd'hui, de gens qui ne savent pas faire autre chose en fait finalement. Et l'Église va devoir surveiller quand même vraiment ce qui se passe dans les écoles, parce que les parents vont se plaindre, on va avoir des doutes sur la moralité de certains enseignants. Comme les municipalités ne mettent pas à disposition de locaux particuliers, souvent la classe se fait dans la maison même du maître, avec ses enfants, sa femme, il y a des problèmes de salubrité. Donc tout cela fait qu'on va se poser la question d'un lieu scolaire, d'une surveillance, et on va commencer à mettre en place des recteurs, des surveillants qui vont pouvoir faire des contrôles de ce que les enseignants disent aux enfants et des conditions dans lesquelles les enfants sont accueillis. Mais on se rend compte que le mot qui prévaut absolument, c'est le mot de liberté. Il y a une liberté totale parce qu'il y a une confiance qui est faite aux initiatives privées et on a une liberté pédagogique totale, il n'y a pas de programme imposé, il n'y a pas d'examen pour pouvoir devenir enseignant, il va y avoir des brevets de capacité qui vont être instaurés, mais les brevets sont donnés par des jurys locaux, constitués souvent par un ecclésiastique et le maire, par exemple, de la ville. Donc on va avoir des systèmes très décentralisés, très variés, très hétéroclites, et aucun contrôle, aucune pyramide, aucune hiérarchie, aucun contrôle supérieur. Donc ça va quand même fonctionner. Et puis la Renaissance va arriver avec, vous savez, cette soif de connaissance, ce désir d'érudition qui va caractériser la Renaissance. Et à ce moment-là, les municipalités vont entrer dans la course scolaire pour rivaliser avec l'Église. Donc on va avoir dans les villes plusieurs systèmes qui vont cohabiter, des systèmes d'écoles municipales financés sur biens municipaux, donc avec des cotisations des parents et parfois des subventions des villes, et puis toujours les écoles religieuses, paroissiales ou ecclésiales, qui vont souvent être des écoles gratuites. Et donc on se rend compte que ce qui va se mettre en place comme système, et c'est à l'opposé de l'image qu'on en a et qu'on hérite de la fin du XIXe siècle, et principalement surtout du début du XXe et des lois de 1901, ce qui va se mettre en place comme système, c'est un système dans lequel les écoles religieuses sont gratuites, alors que les écoles publiques, municipales, sont payantes. Et l'Église va maintenir cette obligation de gratuité pendant vraiment très longtemps. Donc la France va se couvrir d'écoles toujours aussi diverses au cours de la Renaissance et du XVIIe siècle. C'est là qu'on va avoir l'émergence des ordres enseignants. Parce que l'Église va bien se rendre compte qu'il faut structurer tout cela et qu'on ne peut pas confier le salut des âmes à n'importe qui. Donc on va dédier des ordres religieux à l'enseignement, chez les hommes comme chez les femmes. Donc on va avoir les oratoriens dès le XVIe siècle, on aura pas mal d'ordres, les piaristes qui vont se monter, les visitandines, on va avoir tout un réseau d'ordres qui vont se structurer pour éduquer, instruire à la fois d'un côté les garçons et de l'autre côté les filles. Et va arriver à ce moment-là, il y a deux personnes au XVIIe siècle qui me semblent vraiment importantes, c'est Saint Jean-Baptiste de La Salle et d'Hémiat. Donc Charles d'Hémiat, c'est un prêtre de Lyon qui a œuvré avant Jean-Baptiste de La Salle et qui a eu vraiment ce souci d'organiser les écoles de son diocèse, au point que le roi lui demandera après de superviser l'instruction en France. Et il va avoir une très belle réussite, donc il va structurer un réseau d'écoles dont il va harmoniser la pédagogie. On va avoir le début d'une vraie réflexion sur l'uniformisation de la pédagogie. On a à ce moment-là l'apparition des premiers manuels scolaires également qui seront mis au service des enseignants. Et Démia a vraiment comme souci l'instruction des classes populaires. Il considère qu'il y a un lien entre manque d'instruction et délinquance, criminalité, vice, perdition. Donc il se dit qu'il faut vraiment aller éduquer, on aura la même chose avec Don Bosco au XIXe siècle en Italie. Il faut vraiment aller éduquer ces enfants du peuple, parce que sinon ils finissent dans les geôles d'État, ils finissent bandits de grand chemin, ils finissent dans les réseaux de prostitution, etc. Donc il faut faire quelque chose pour moraliser les carrefours, et c'était en partie aussi l'objectif de l'école. Et moraliser les rues, moraliser les carrefours, empêcher que ces hordes de jeunes sans encadrement ne fassent n'importe quoi dans la société. Donc Démia va faire une belle œuvre, et il va aussi avoir l'idée que finalement il n'y a aucune raison pour que l'enseignement soit limité à l'enfance. Et donc il va proposer aussi des cours du soir pour les adultes. Il va mettre en place tout un système de formation continue de l'individu. Donc ça, ce sont des idées qui seront reprises par la Révolution, mais qu'on trouve déjà au XVIIe siècle. Et puis l'autre grande innovation du XVIIe, c'est les frères des écoles chrétiennes avec Saint Jean-Baptiste de La Salle, qui va apporter une grande nouveauté, qui est ce qu'on appelle l'enseignement simultané. L'enseignement simultané, c'est le modèle normatif d'enseignement aujourd'hui. Jean-Baptiste de La Salle se dit finalement cet enseignement qu'on connaît depuis l'Antiquité, l'enseignement individuel, c'est une perte de temps,
ça ne fonctionne pas dans les villes où on a de gros effectifs, c'est trop compliqué à mettre en place, c'est trop exigeant pour le mettre. Les enfants passent trop de temps en autonomie, donc ça fonctionne avec les élèves motivés, mais avec tous les petits tirs au flanc qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on les laisse tranquilles et qu'on les laisse dormir, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc il va avoir l'idée de regrouper les enfants en classes, ce qui est quand même un terme militaire au départ, classis, et il les regroupe en classes par année de naissance, par tranche d'âge. Donc il dit alors on va mettre tous les enfants qui sont nés la même année ensemble dans une classe et on va leur dispenser le même enseignement. Mais on se rend compte que chez les frères des écoles chrétiennes, il y a une très grande attention encore qui est portée à l'individu en tant que personne. Et donc il y aura tout un système de passerelles. Les maîtres seront très attentifs à la progression individuelle des élèves et pourront, dans chaque matière, leur faire sauter, les faire changer de groupe. Et on aura la même chose chez les jésuites. Une attention vraiment à l'élève. Et dans les instructions des frères des écoles chrétiennes, c'est un immense pavé énorme et on voit que tout est codifié. Tout est absolument codifié et on demande qu'une très grande délicatesse. Ça, c'est le mot qui manque peut-être le plus dans l'éducation nationale aujourd'hui. Qu'une très grande délicatesse soit apportée à la gestion de la scolarité de chaque enfant et qu'on soit vraiment attentif à ne pas le blesser, à comprendre sa personnalité. Quand j'ai commencé à enseigner le latin, un professeur m'avait dit une phrase qui m'avait paru absurde au début, parce que moi j'étais très imbue de mes connaissances, etc. Il m'avait dit, oui, mais pour enseigner le latin à Paul, c'est bien de connaître le latin, mais surtout il faut connaître Paul. Et ça, en fait, je pense qu'on l'a perdu de vue. Et les écoles religieuses avaient vraiment cet objectif en premier. Ils disaient, il faut connaître d'abord l'enfant en tant que personne, et puis on l'accompagne. On l'accompagne dans son cheminement. Donc les écoles religieuses vont être très actives. Dès leur fondation, très rapidement, par exemple, les jésuites vont avoir plus de 250 établissements en Europe. C'est des progressions exponentielles d'ouverture d'écoles, c'est-à-dire que la population va être avide de confier ses enfants à ces structures, et ça va se développer de façon très forte. Et dans le même temps, il y a toutes les questions de l'édit de Nantes, la question protestante, les guerres de religion qui divisent la France. Et donc on va avoir une évolution, puisque Louis XIV va passer une ordonnance en 1198, l'ordonnance par laquelle il va imposer l'obligation scolaire. Vous voyez, on avait une obligation de l'offre scolaire. L'Église obligeait les religieux à proposer l'instruction aux familles. Mais les familles n'avaient aucune obligation de leur côté. Elles confiaient l'enfant si elles le souhaitaient à l'institution. De même, les municipalités ouvraient des écoles, mais les familles étaient libres de confier ou non leurs enfants à ces structures. À partir de la fin du XVIIe siècle, à partir de 1698, l'État oblige les familles à confier leurs enfants, enfin à faire instruire leurs enfants, en laissant les familles libres de choisir la structure dans laquelle l'enfant est instruit. On l'oublie souvent, mais c'est encore la situation actuelle. On nous parle souvent d'école obligatoire, mais l'école n'a rien d'obligatoire en France. Ce qui est obligatoire en France, c'est l'instruction. Les parents sont obligés de faire instruire leurs enfants et donc de pouvoir justifier qu'à tel âge, l'enfant maîtrise un certain nombre de connaissances. Lecture, écriture, calcul, base d'histoire, géographie, etc. Mais l'école n'a rien d'obligatoire. Or, les médias relaient souvent cette idée que l'école est obligatoire en France. Donc Louis XIV instaure l'obligation d'instruction pour les parents, mais on est sous l'Ancien Régime, le système politique est décentralisé, il n'y a pas vraiment de mesures coercitives, il n'y a pas d'allocation familiale qu'on puisse supprimer si les enfants n'emmènent pas, les parents ne confient pas leurs enfants à l'école. On ne va pas mettre un paysan en prison parce qu'il ne confie pas ses enfants à l'école. On ne va pas mettre un système d'amende avec tout ce que ça implique de contrôle, etc. derrière pour vérifier que les enfants vont bien à l'école. Donc l'obligation scolaire, ça reste un principe législatif, mais finalement c'est assez peu suivi, mais le verre est dans le fruit, l'impulsion est donnée. Et va arriver là-dessus le XVIIIe siècle, avec tout ce qu'on connaît, tous les débats des hommes des Lumières sur la question de l'éducation. Alors je vous invite vraiment à aller lire les ouvrages sur le XVIIIe siècle, les ouvrages de Xavier Martin par exemple sur Voltaire, le Voltaire méconnu qui ouvre les yeux de beaucoup de gens sur la personnalité de Voltaire, ou des passages de mon livre qui citent la correspondance de Voltaire, parce qu'il y a deux Voltaires, et d'où le titre de M. Martin, le Voltaire méconnu. Il y a le Voltaire public, celui qu'on célèbre dans les manifestations d'État, et celui qu'on vend en fait aux enfants, aux médias, etc. Et puis il y a l'autre Voltaire, le Voltaire de sa correspondance, le Voltaire privé, qui manifeste un mépris, mais presque ignoble, pour le monde, pour le peuple, et qui proclame, il faut qu'il y ait des gueux ignorants, et qui demande qu'il y ait des écoles partout, sauf dans sa propriété de Ferney, et il écrit au maire du village en disant « mais s'il vous plaît, ne mettez pas une école dans le village, parce que moi j'ai besoin de laboureurs, j'ai pas besoin de savants qui lisent, moi je suis là pour lire ». Donc ça suffit amplement
ce dont j'ai besoin, c'est de gens qui fassent le travail dans les champs. Donc l'école dans la ville d'à côté, ce sera très bien, mais pas dans le village. Donc ça, c'est assez fascinant de voir cette dichotomie chez les hommes des Lumières. On va retrouver la même chose chez d'Alembert quand il écrit. Donc on a une correspondance savoureuse entre Voltaire et Damy Laville, par exemple, sur la question de l'instruction, où ils disent, mais finalement, en Europe, on a besoin de quoi? D'un petit pourcentage d'hommes éclairés. Ce qu'ils appellent les hommes, en fait, dans leur langage, c'est le petit groupe de philosophes des Lumières qui vont largement suffire à guider le troupeau. Mais le troupeau, quant à lui, n'a pas besoin du tout d'être éduqué. Il a juste besoin d'avoir une instruction fonctionnelle. Et dans les on va retrouver ça dans les discussions, les débats qui auront lieu à l'Assemblée lors de la Révolution. Débats qui vont opposer plusieurs camps, des camps très généralistes, avec de grands utopistes comme Condorcet, dont les textes sont vraiment intéressants. Donc, il a écrit 5 traités sur l'éducation. Il a proposé plusieurs projets de loi. Condorcet proposait vraiment une éducation tout au long de la vie. Et une éducation donnée à tout le monde. Il disait tout humain a le droit de faire de l'histoire, de la philosophie, a le droit de développer son potentiel, parce que le milieu social d'origine ne laisse pas présumer du potentiel de chaque individu. Donc il faut offrir une éducation extrêmement exigeante à tous, et puis progressivement on écrémera, et on verra ceux qui peuvent continuer à suivre, et on proposera autre chose aux autres. Donc ça, c'était une vision très utopiste, très ouverte, très exigeante de l'éducation. Et puis il y avait ce qu'on a appelé les utilitaristes, qui considéraient que l'État avait besoin d'un certain nombre de fonctions, et qu'il fallait apprendre aux gens le contenu dont ils avaient besoin pour la fonction à laquelle on les destinait, et rien de plus. Qu'après, ça a créé des troubles sociaux, ils en savaient quelque chose au moment de la Révolution, ça a créé des troubles sociaux, et que c'était néfaste pour le salut de l'État. Et en fait, ce qui va ressortir des débats, alors la Révolution n'a absolument aucun moyen pour mettre en place, il y aura beaucoup de débats, mais ils n'auront aucun moyen pour mettre en place pragmatiquement une politique scolaire. Alors pourquoi? Déjà parce qu'ils ont tué tout le monde. En fait, il faut se rendre compte que l'essentiel du personnel enseignant, c'était des religieux. Donc comme les premières mesures prises de façon effective, hors des débats, les premières mesures effectives de la religion, de la Révolution, étaient des mesures anticléricales, ils ont quand même éliminé physiquement une grande partie des prêtres, ils ont supprimé les congrégations, ils ont dissous la plupart des congrégations, ils ont dispersé les enseignants, donc il n'y avait plus personne à mettre en face des élèves. Donc ils avaient beau débattre de grands sujets, l'idée de Condorcet c'est fabuleux, mais c'est absolument, ça dévore un personnel enseignant colossal, et ce personnel, humainement, ils ne l'ont pas. Et puis il y a le problème financier. Ils n'ont plus rien, la plupart des crédits partent pour la guerre, donc il n'y a de toute façon pas d'argent pour payer qui que ce soit, parce qu'ils ont l'idée de créer, c'est la première fois qu'on va avoir l'idée que les enseignants vont être des fonctionnaires d'État, vont être rattachés à l'État. Donc on va créer la notion d'instituteur, et ça va être un statut étatique. Mais qui dit rattachement à l'État dit financement d'État. Et là, de toute façon, il n'y a absolument pas d'argent pour financer quoi que ce soit. Donc la Révolution, tous les historiens s'accordent à dire que l'œuvre scolaire réelle de la Révolution est très maigre. Sa contribution au débat scolaire est intéressante, importante. Donc on parlait tout à l'heure de l'EPT de Saint-Fargeau, il y a la Canale, donc il y a plein de penseurs qui vont écrire beaucoup. D'ailleurs, ils sont très prolixes, les hommes du XVIIIe siècle, ils écrivent énormément. Aujourd'hui, on a perdu ça de vue à l'heure des tweets et des messages avec 180 mots, ou des messages courts, ou des brefs sur Internet qu'on regarde, et il faut que l'article ne dépasse pas la taille de notre écran. Donc on a l'impression que c'est très très long quand il y a 25 lignes. Mais sous la Révolution, on écrit vraiment beaucoup, donc c'est à chaque fois des centaines de pages. Donc c'est très intéressant au niveau intellectuel, mais ça ne débouche sur rien dans la réalité. Et par contre, ça débouche sur une situation qui est absolument dramatique pour les enfants, parce qu'on se retrouve avec une génération entière qui n'est plus du tout formée, et qui va errer dans les rues. Les parents sont souvent absents, ils ont été tués par la Révolution, aspirés par les luttes révolutionnaires. Et on a toute cette génération d'enfants pour lesquels il n'y a plus de structure, plus de congrégation, plus d'écoles religieuses, plus d'enseignants, et qui sont laissés vraiment à l'abandon. Donc le XIXe siècle va prendre vraiment cette question-là à bras-le-corps. Napoléon va déjà le faire, donc il va créer toute une série de structures, il va réformer l'université, il va créer un certain nombre d'écoles, dont certaines écoles perdurent encore aujourd'hui, Polytechnique par exemple, qui va créer pas mal de structures, mais il ne va pas rester assez longtemps pour vraiment relancer les choses. Et puis le problème d'un enseignant, c'est qu'il faut 10 secondes pour le guillotiner, mais il faut 20 ans pour le former. Et ce temps long, on va en avoir besoin au début du XIXe siècle pour permettre à la France de se redresser.
Et ce qui va être le tournant majeur, il me semble vraiment, de l'œuvre scolaire en France, c'est le ministère Guizot. Dans les années 1830, quand Guizot arrive aux affaires, donc on est sous la monarchie de Juillet, la France se reconstruit, beaucoup de chantiers sont en place. Et Guizot est un protestant, il avait perdu son père, sa mère l'avait élevé avec un idéal rousseauiste, il avait beaucoup réfléchi à la question de l'éducation, puis il se dit, voilà, là il faut faire quelque chose, on va lancer un grand chantier. Et il va entièrement réformer le système et mettre en place une école publique qui va vraiment pouvoir prendre le terme de public. Donc vous voyez, on a déjà l'école obligatoire, on va avoir l'école gratuite et on va avoir l'école publique avec Guizot. Et le génie de Guizot, ça va être de former des enseignants. Alors le génie ou l'intuition terrible, parce que c'est peut-être ce qui a tué progressivement aussi l'œuvre qu'il avait fondée. Donc ils vont mettre en place des écoles normales. C'est une idée qu'on pique aux Allemands. Et les écoles normales, les premières en France, ouvrent justement en Alsace, en Lorraine, parce qu'elles s'inspirent de ce qui se fait à l'étranger. Donc dès les années 1810, on a des écoles expérimentales qui ouvrent dans l'est de la France. Et puis quand Guizot arrive aux affaires, il se dit, mais en fait les gens sont très contents. Les Lorrains, les Alsaciens, ils plébiscitent leur système scolaire, les jeunes sont bien formés. Il envoie une grande mission d'inspection partout en France. Il dit, c'est quand même là-bas que ça fonctionne le mieux, donc on importe le modèle. Et ils vont ouvrir progressivement, entre 1830 et les années 1860, progressivement on va avoir plein d'écoles normales qui vont ouvrir pour former les enseignants. Alors c'est le début du miracle Guizot, et puis c'est le début de la fin pour l'institution scolaire, parce qu'on va avoir une normalisation, une uniformisation de la formation des enseignants. Et qui dit uniformisation de la formation des enseignants, dit uniformisation de la formation des élèves. Donc on va avoir des matières obligatoires qui vont être enseignées, on va avoir l'apparition des fameux programmes, édictés de façon pyramidale par une tête, par l'État. Et les débats vont être très vigoureux au XIXe siècle quant à cette notion de programme, d'enseignement obligatoire. Et puis on va former des professeurs. Mais bon, il faut du temps. Alors quelle autre solution avait-on trouvé? Et c'est une solution qu'on voit revenir. Moi, on avait essayé de me la vendre quand parce que je suis encore de la génération, j'ai 40 ans, donc j'ai eu la grecque à 22 ans, et j'ai eu la chance de fréquenter les IUFM, qui avaient assez mauvaise presse. Alors c'était totalement mérité, je pense que on ne se rendait pas compte réellement de ce qui s'y passait vraiment. Donc c'était assez terrifiant. Dans les UFM, on avait essayé de nous expliquer que finalement on pourrait très bien se passer de professeur. Et que ça tournerait très bien si on avait un professeur titulaire par niveau. Alors vous voyez par exemple dans le lycée public de la ville dans laquelle j'habite, qui est une ville de 15 000 habitants seulement, il y a 10 classes de seconde. Donc c'est quand même beaucoup d'élèves. Là il suffirait d'un professeur qui montrait le programme pour toute l'année et qui mettrait en place ferait tous les cours magistraux. Et puis il pourrait y avoir des moniteurs. Et donc beaucoup moins bien payés et beaucoup moins bien formés. Donc pour l'État, c'est très bénéfique sur le plan budgétaire. Donc des moniteurs qui, eux, feraient faire les exercices. Et après tout, on n'a pas besoin d'avoir un titulaire. Alors pourtant, Dieu sait qu'ils ne nous payent pas cher, parce qu'au niveau européen, on est quand même un peu mal aimé. Alors c'est vrai, les gens nous disent, vous ne faites rien, vous avez beaucoup de vacances, etc. etc. Alors qu'ils y viennent, on attend, parce qu'on ne trouve pas d'enseignants. Donc si on a un métier qui est vraiment une sinécure, si on avait un métier qui était vraiment une sinécure, il y aurait la queue sur 500 mètres à l'entrée des rectorats pour que les gens se fassent recruter. Or, il n'y a personne. Personne ne veut venir à notre place. On sait que financièrement au niveau du temps, notre métier n'est pas si confortable qu'on essaie de nous le dire. Donc, on voulait avoir des moniteurs beaucoup moins bien payés pour instruire les enfants. Mais ça, c'est une idée qu'on reprend au XIXe siècle. Et ça n'avait pas trop mal marché. Parce que entre la Révolution et la formation des enseignants par Guizot, ce qui est très à la mode en France, dans les années 1820-1830, c'est ce qu'on appelle l'enseignement mutuel. C'est le troisième mode d'enseignement. On avait vu l'enseignement individuel, l'enseignement simultané, qui s'est normalisé après, et c'est Guizot qui va l'imposer, qui va dire ce que font les frères des écoles chrétiennes, en fait ça marche, c'est bien, donc on l'impose dans les écoles normales comme mode d'enseignement. Et donc il y a un troisième mode, c'est l'enseignement mutuel. Et c'était très à la mode, et ça on l'a repris aux Anglais. Donc c'est le monitoring system, qu'on ne reprend pas aux Allemands mais aux Anglais, qui est un système pyramidal dans lequel il y a un seul maître pour toute l'école, maître qui dispense ses enseignements aux élèves les plus doués, qui eux-mêmes forment de petits groupes dans lesquels un élève doué va former les plus jeunes. Donc un système pyramidal, c'est le principe du scoutisme en fait, de l'enseignement des jeunes par les jeunes, et ça ne marchait pas si mal. Et on avait à Paris des écoles qui quand même pouvaient regrouper 2000 élèves avec un seul enseignant. Vous imaginez le rêve.
pour le ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui. Parce que le budget de l'Éducation nationale, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est colossal. C'est quasiment 50%, ça absorbe 50% des impôts directs et indirects que vous payez. Parce qu'en fait, l'État ment pas mal sur le budget, mais ça aussi c'est très transparent. Il suffit d'aller sur le site de l'Éducation nationale et le site de l'INSEE pour voir que dans les médias, ils vous vendent un budget d'éducation nationale autour de 50 milliards d'euros. On vous dit 6,8% du PIB, 53 milliards, je crois qu'on est pour l'année dernière, 53 milliards d'euros. Mais si vous regardez sur le site de l'INSEE, en réalité, il faut compter ce qu'on appelle les dépenses globales d'éducation. Parce que dans le site de l'éducation, dans le budget que le ministre évoque dans les médias, il parle de l'éducation nationale. Sauf qu'on oublie qu'il y a le ministère de l'Enseignement et de la Recherche, qui est à part, et ça reste de l'éducation. Et puis il y a toute la décentralisation qui a été faite des collèges, des écoles primaires. Les écoles primaires, leur budget de fonctionnement, c'est un budget d'éducation. Ça passe sur les municipalités. Les collèges, ça passe sur les départements. Il y a les budgets de bus qui sont hautement subventionnés, les cantines, le chauffage, les fournitures, les locaux, etc. Tout ça, c'est pas entré dans le budget de l'éducation nationale. Parce que les locaux pour les lycées, c'est le conseil régional. Les locaux pour le collège, c'est le département. Et tout ça, ça sort du budget. En réalité, le budget 2015 de dépenses globales d'éducation, c'est 183 milliards d'euros. C'est 3 fois plus, plus de 3 fois plus que ce qu'on nous donne. Non, c'est 143 milliards d'euros. Et ça absorbe quasiment l'intégralité de la TVA, qui est à 186 milliards pour la même année. Donc c'est vrai que, imaginez que tout ce que vous payez en TVA pour le pays, ça part exclusivement à l'éducation, pour un résultat qui n'est quand même pas particulièrement enthousiasmant. Donc l'État pourrait vouloir faire des économies, et cet enseignement mutuel du 19e siècle, à un moment où l'État n'a pas de budget, ça paraît le remède miracle à la question de l'enseignement. 1 mètre, 2000 élèves, ça coûte rien quasiment à l'État, et ça fonctionne. Et ça fonctionne en fait pas si mal que ça. Quand on regarde les témoignages, les gens sont assez étonnés. Alors c'est ça qui est fascinant dans l'éducation, c'est qu'on se rend compte que parfois même les choses les plus abracadabrantes fonctionnent. Et c'est pour ça qu'on se demande pourquoi ils veulent absolument normaliser le système, alors que quand on laisse un système libre, on a des gens particulièrement charismatiques, énergiques, qui prennent les choses en main et qui font fonctionner même des modèles dont de l'extérieur on pourrait imaginer qu'ils sont un peu extravagants. Donc l'enseignement mutuel, ça fonctionnait pas si mal, mais c'était assez militarisé. C'est-à-dire qu'il fallait une discipline de fer dans les écoles pour que les moniteurs puissent asseoir leur autorité sur les plus jeunes ou les moins bien formés et puissent enseigner. Donc tout était extrêmement rodé, et c'est ça, étonnamment, ce n'est pas du tout des préoccupations pédagogiques, mais ce sont ces préoccupations disciplinaires qui ont heurté le gouvernement, qui se sont dit que ce n'était pas un système, que ça faisait des petits moutons, et que ce n'était pas un système qui pouvait être compatible avec leur idéal de liberté et de développement du citoyen. Donc ce que va faire Guizot, c'est donc la mise en place d'écoles publiques et la mise en place d'un contrôle des enseignants avec des programmes, des manuels, des examens que les enseignants devront passer pour pouvoir enseigner. Ce qui fait, il va y avoir quand même beaucoup de dérogations qui vont être données aux enseignants parce qu'on manque de monde. Donc l'Église va réussir à obtenir que la plupart des enseignants en poste qui étaient revenus après la réautorisation des congrégations n'aient pas forcément à passer les examens. C'était quelque chose d'un petit peu humiliant de leur faire repasser des examens alors qu'ils étaient en poste. Donc on va valider un certain nombre d'enseignants. Et ce qu'on voit quand on regarde la situation des établissements, on se rend compte qu'en fait, les écoles publiques et les écoles privées se répartissent à peu près les élèves, mais on a une grosse majorité d'enseignants religieux dans les écoles publiques. Donc il faut bien se rendre compte qu'au XIXe siècle, dans l'opposition entre public et privé, il n'y a pas de question religieuse. Il n'y a pas d'école privée catholique et d'école publique qui serait laïque. La question ne se pose pas du tout. Les enseignants sont religieux dans les deux cas. Il y a des laïcs dans les écoles religieuses, des religieux dans les écoles publiques, et majoritairement, on se rend compte qu'il y a quand même énormément de religieux qui enseignent. La distinction entre école publique et école privée tient juste à la question du financement. École privée est une école financée en grande partie par l'Église ou par les cotisations des parents. École publique, école financée par l'État et donc par les impôts. Mais la question religieuse subsume en fait tout ça et ne justifie pas la séparation entre les deux. Ces questions, elles vont être vraiment très débattues au XIXe siècle, et on se rend compte que la question centrale du XIXe siècle, c'est la question de la liberté scolaire. Liberté scolaire, liberté laissée aux écoles de choisir leur programme, de choisir leurs maîtres, de choisir leurs élèves, liberté laissée aux parents de choisir leur école. Et ça va être une question centrale, et puis il y a la question de cette fameuse obligation scolaire qui va revenir en jeu. Et très étonnamment, les gens qui sont opposés à l'obligation scolaire, c'est les gens qu'on qualifierait aujourd'hui d'extrême gauche.
donc c'est la Ligue de l'enseignement par exemple, soutenue par la franc-maçonnerie, eux sont opposés à l'obligation scolaire. Parce que justement l'école, dans les faits, même si elle est officiellement publique, même si tout se partage, même si l'État s'est investi, dans les faits, l'école, l'enseignement est dispensé majoritairement par des religieux. Donc tout le mouvement laïque, dont Jules Ferry fera partie, et dont Ferdinand Buisson, qui sera un grand inspirateur de l'école du début du XXe siècle, sera aussi un membre, il est membre de la Ligue de l'enseignement, qui donc est soutenue de façon ouverte par les loges maçonniques, qui signent les pétitions. Les gens de la Ligue sont contre l'obligation scolaire. Parce qu'ils disent, mais attendez, si on oblige les parents à mettre les enfants à l'école, ça veut dire qu'on jette les enfants dans les bras de l'Église et de tout son message, etc., ce dont ils ne veulent pas. Donc c'est très étonnant parce que, oui, on a l'impression que ces gens seraient... leur opposition à l'obligation scolaire n'est pas liée finalement à des questions pédagogiques, mais à des questions idéologiques et religieuses. Donc vous voyez, tout ça se met en place, et c'est le travail de Guizot qui permet d'arriver à la fin du XIXe siècle à des taux d'alphabétisation parfaitement satisfaisants. Et Ferry va arriver là-dessus. Et on se rend compte qu'en fait, les seuls points qui font vraiment débat dans les lois Jules Ferry, ce sont les points liés à la laïcité. Et on se rend compte que la laïcité, quand elle est affirmée dans les lois de Jules Ferry, c'est une laïcité de combat, c'est-à-dire c'est une laïcité d'opposition contre la mainmise de l'Église sur l'éducation, mainmise qui fonctionne très bien, qui a donné des générations entières de gens parfaitement formés et formés aussi avec un vrai esprit critique. Parce que justement, l'œuvre ecclésiale étant fragmentaire, morcelée, très libre, on avait des établissements qui avaient des identités extrêmement différentes, des méthodes pédagogiques extrêmement différentes, un rapport aux élèves, un rapport à la discipline, un rapport à l'autorité extrêmement varié. Donc il y avait une mosaïque de possibilités scolaires dans les formations qui faisait un peuple très riche. Alors que ce que veut Jules Ferry et ce que veut la Troisième République, c'est arrêter les luttes du XIXe siècle et utiliser l'école comme moyen politique. Donc Louis XIV y avait pensé. C'était l'objectif de l'obligation scolaire. Se dire, finalement, il faut faire une communauté nationale. On peut utiliser la communauté nationale, ça se fait à partir de l'enfance. On peut utiliser l'enseignement pour ça. Mais il n'avait pas finalisé. La Révolution y avait pensé. Et c'était vraiment, on le trouve dans les textes, cette idée que l'école est là pour former des citoyens. Donc une communauté politique, qui vont avoir un seul cœur, une seule âme, etc. Mais elle ne réussira pas à le réaliser réellement. Guizot est beaucoup plus modéré par rapport à ça, et beaucoup plus prudent. Mais en fait, le jouet qu'il a mis en place va lui échapper. Et en fait, avec cette idée d'offrir vraiment l'intelligence, la culture, l'instruction à tous les enfants français, il va fabriquer un outil qui va être fabuleusement efficace quand il va tomber entre les mains de Jules Ferry et des hommes de la Troisième République. Ils n'auront plus qu'à ajouter la petite cerise sur le gâteau qui est la laïcité pour faire de l'école une œuvre politique. Alors c'est pour ça qu'on peut presque être amusé, je ne sais pas s'ils sont naïfs ou s'ils sont hypocrites, mais on peut presque être amusé quand on entend des gens s'étonner de la politisation de l'école. Parce que c'était très net, c'était moins net avant, mais on peut vraiment remercier, je pense que le premier, on pourrait lui monter le stèle, c'est Vincent Peillon. C'est une bénédiction, je pense que le Seigneur a envoyé Vincent Peillon pour éclairer les gens. Parce qu'il a dit ouvertement ce qui se faisait dans l'éducation nationale depuis 60 ans, mais que les gens ne voulaient pas croire. Nous, quand on en parlait, on disait non mais bon, voilà, vous voyez le mal partout, le complotisme, le machin, etc. C'est pas vrai. Et puis Vincent Peillon, avec une immense sincérité, est venu devant les médias et il l'a dit. Il a dit oui, l'école est là pour arracher les enfants à tous les déterminismes familiaux, religieux, etc. Il l'a dit, il a envoyé la lettre au recteur, il l'a dit dans ses ouvrages, la Révolution française n'est pas terminée, et il a établi la filiation, et là ça a éclairé l'esprit d'un certain nombre de gens qui ont dit mais finalement, on ne s'est peut-être pas assez demandé pourquoi on envoyait nos enfants à l'école. Et ce qu'on leur mettait dans la tête quand on les envoyait à l'école. Parce que les gens, naïvement, pensaient que l'État était vertueux. C'est une sorte une vision très irénique des choses, avec l'idée que l'État veut notre bien, et que, oui, c'est Orwell, l'État veut notre bien, l'État est là pour nous, l'État veille sur nous. Et donc, on lui donne un blanc-seing, on leur donne les enfants 8 heures par jour. Alors, par contre, on surveille beaucoup ce qu'ils regardent à la télé. Le petit film de 20 minutes, là, on va vraiment surveiller, parce que le contenu, c'est hyper important. Mais ce que le professeur dit pendant 7 heures dans la journée, ça, c'est forcément bien. C'est forcément en adéquation avec ce qu'on pense, avec notre vision du monde, avec notre idéologie, etc. Donc, on a postulé un État vertueux. Et puis on s'est rendu compte, avec Vincent Peillon et après avec Najat Vallaud-Belkacem, que l'État n'était peut-être pas complètement en phase avec la majorité de la population, avec les attentes des parents qui pensaient naïvement qu'on allait leur faire de la physique, de la chimie et des maths, et qui se sont rendus compte qu'on faisait un peu plus que ça,
et que non seulement il y avait d'autres matières, le français, l'histoire, l'instruction civique, etc., que dans ces matières, beaucoup d'idées, je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui vous ont pourri la vie en rentrant de l'école avec le tri des déchets. Parce que c'est devenu invivable, par exemple. Vous vous rendez compte, il y a une manipulation des esprits. Mais après, moi j'ai 5 enfants, j'avais 10 yeux braqués sur moi dès que j'avais un papier dans la main. Ils étaient tous là pour me fliquer, pour vérifier dans quelle poubelle je mettais. J'aurais dit, vous savez, en fait, vos enseignants, ils sont quand même là pour vous apprendre à écrire. Donc j'aimerais que c'est un petit peu de conjugaison, un petit peu de table de multiplication, et que vous me laissiez gérer mes poubelles. Je pense que je vais m'en sortir honnêtement entre la poubelle jaune et la poubelle grise. Je vais gérer le truc. Vous voyez, les enfants devenaient des... Enfin, c'était presque soviétique, les enfants devenaient des agents de l'État. Quand il y avait toutes les lois... moi, dans ma famille, je l'ai vécu. Des enfants qui faisaient la morale à leurs parents, parce que les parents, naïvement, continuaient à parler à table des infos, des lois qui étaient passées, etc. Et puis les enfants, ils disaient, mais vous pouvez pas dire ça. Parce que, voilà. Et ils leur sortaient le catéchisme qu'on leur avait appris à l'école. Et les parents découvraient, horrifiés, qu'en fait, ils savaient toujours pas compter. Mais qu'en fait, c'était pas grave. Parce que quand on regarde les programmes, et c'est là que, heureusement, voilà, Vincent Payon et Najat Vallaud-Belkacem sont arrivés et ont quand même publié tout ça. Quand on regarde les programmes, on se rend compte que l'instruction, il y a 6 priorités dans l'école. Allez regarder, donc toujours sur le site de l'Éducation nationale. Pour l'enseignement primaire, il y a 6 priorités. Instruction académique, c'est une des 6 priorités. C'est tout. Donc c'est 1/6 du temps réel qu'ils sont censés passer à l'école. Les 5 autres priorités, c'est la formation du citoyen, la formation à la sécurité, on leur apprend à se brosser les dents, à faire du tri, à protéger les hérissons, etc. Mais l'enseignement académique, la formation intellectuelle, c'est une des 6 priorités. Et si vous regardez les parcours qu'ils sont censés faire maintenant, je ne sais pas si je les ai là, je les ai peut-être quelque part, les parcours qu'ils font maintenant, je ne suis pas sûre de les avoir, il y a des parcours un petit peu délirants. Ils ont rajouté un 6e avec les attentats, qui est parcours défense et sécurité. Donc je ne suis pas sûre que ce soit équivalent des bataillons scolaires de la 3e République. Ah, voilà, donc les parcours, il y a des parcours éducatifs et des éducations transversales. Et ça, c'est toutes les années de collège. Donc on a un parcours d'éducation artistique et culturelle, un parcours avenir sur leur orientation, un parcours citoyen, et aller regarder le contenu, c'est hautement politisé, et c'est vraiment affirmé comme tel. Un parcours éducatif à la santé, vous savez, c'est je dois manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Mais c'est pareil, c'est les enfants qui vous refont le menu quand vous préparez le repas du soir. Et puis après, c'est éducation au développement durable, éducation aux médias et à l'information, éducation à l'alimentation, éducation à la santé, éducation à la sexualité. Et c'est pas que les cours de SVT de 3e, c'est de la 6e à la 3e. Et éducation à la défense qu'ils ont rajouté in extremis après le Bataclan, parce qu'ils se sont dit il faut faire un truc. Donc ils l'ont rajouté en fin de liste. Mais allez regarder le contenu de ces parcours et vous voyez que finalement les contenus académiques, ils sont très légers dans les programmes. Alors, il y a plein de choses dans les programmes. Mais quand on regarde les apprentissages mis en place, c'est vraiment très léger. Et ça, c'est la continuation logique de tout ce qui est mis en place par les lois Ferry, avec cette idée que l'école n'est pas au service de l'enfant en tant qu'individu. Ça, c'était l'Église qui avait mis ça en place. L'école, c'est un service qu'on rend à l'enfant en tant qu'individu pour qu'il fasse individuellement son salut. Alors si en faisant son salut, si en voulant faire son salut, il devient vertueux et qu'il est utile à la société, c'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. Alors qu'aujourd'hui, et ça c'est l'héritage de la Révolution, c'est ça qui a prédominé à partir des lois Jules Ferry, aujourd'hui l'école a pour objectif de former un citoyen. Peu importe sa personnalité, peu importe son parcours individuel, on forme un citoyen et ce citoyen, il va être là pour être au service de la société. Et l'objectif, c'est un objectif anthropologique, un objectif politique de formation d'une communauté homogène. Et donc, il faut bien se rendre compte des enjeux idéologiques qu'il y a derrière. Donc, il faut réfléchir, quand on met ses enfants à l'école, au projet réel de l'établissement, au projet des gens à qui on confie l'enfant, parce que l'éducation, c'est vraiment une relation interpersonnelle avec l'enfant. Et on le modèle beaucoup plus que les parents le pensent souvent. Et donc, il ne faut pas faire confiance au système dont on a conscience aujourd'hui qui n'est plus performant pour les objectifs qu'on lui donne, alors qu'il est extrêmement performant quant aux objectifs qu'il se donne, qui sont en réalité des objectifs politiques et sociaux. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, et que si je veux vous laisser me poser des questions, peut-être que j'arrête mon flow, ma logorée, et que je vous écoute.
quel était le taux d'alphabétisation en France au moment de la Révolution? Alors avant la Révolution, Il est supérieur à celui du 19e? Non, il est inférieur, mais pas beaucoup. On a des taux de 60-65%. Alors le problème de la situation pré-révolutionnaire, c'est qu'il y a des disparités énormes en fonction des régions. Par exemple, dans les régions protestantes, l'alphabétisation est excellente. Parce que les protestants ont misé sur l'enseignement, d'abord parce qu'ils ont le culte du livre. Donc il fallait que les jeunes puissent apprendre. Les protestants apprenaient par cœur l'intégralité de la Bible, donc il fallait qu'ils aient accès au texte. Et c'était un des enjeux majeurs au départ de la querelle. Donc dans les milieux protestants, c'est-à-dire tout le sud, autour du Puy-en-Velay, toute cette région-là, vers La Rochelle, dans certaines régions du nord, autour de Noyon, on a des taux d'alphabétisation qui sont très bons, qui sont à plus de 70%. Et puis il y a quand même des régions où c'est très bas, où on est à 25-30%. Donc il y a des disparités régionales très grandes, ce qui fait que ça n'a pas tellement de sens de faire une moyenne nationale. Il faut vraiment aller regarder les cartes pour voir où ça se passe. Il y a des grandes disparités entre les zones rurales et les zones et les villes. Parce que dans les villes, on a besoin aussi d'une bourgeoisie qui soit formée intellectuellement. Dans les zones rurales, on a surtout besoin des enfants comme main-d'œuvre. Donc on ne va pas forcément les envoyer volontiers à se former à l'école. Donc les disparités sont grandes, mais on a beaucoup de zones dans lesquelles, avant la Révolution, les taux d'alphabétisation sont tout à fait honorables. Et certains penseurs, peut-être mal intentionnés, disent aujourd'hui qu'on a des taux d'alphabétisation avant la Révolution qui sont à peu près comparables aux taux américains aujourd'hui. Donc, oui. En moyenne, on peut compter 60%. Je serais plutôt à 50. Si on fait la totalité du territoire et qu'on met hommes-femmes ensemble. Parce que quand même, majoritairement, jusqu'au XXe siècle, les femmes sont légèrement moins alphabétisées que les hommes. Les familles, alors c'est surtout pour des problèmes de moralité, les familles rechignent à envoyer les filles à l'école parce qu'on a toujours peur aussi qu'une fille trop formée intellectuellement se dévoie moralement. Et puis, elles ont une utilité aussi pratique plus précoce. Donc, on les envoie moins longtemps à l'école. Mais il faut bien voir que voilà, on a toujours eu des femmes extrêmement bien formées, même au Moyen-Âge. Dans les monastères, on formait extrêmement bien les jeunes filles qu'on accueillait, qui n'étaient pas du tout destinées à être moniales. Et on a eu tout au long du Moyen-Âge, tout au long de la Renaissance, des femmes qui ont été de grandes intellectuelles, quand il y a eu Hildegard de Bingen ou autres, dont on se rend bien compte que la formation en amont était extrêmement exigeante. Mais sur la moyenne nationale, il y a toujours un écart, presque une dizaine de points en général, entre l'alphabétisation des femmes et celle des hommes. Étant donné que le programme des hors-contrats se heurte de façon frontale à ce que vous nous indiquez, est-il imaginable que l'État va les laisser prospérer sans finalement les réglementer au point qu'on n'acceptera plus personne ou très peu parce qu'ils ne rempliront pas tel ou tel critère? C'est l'enjeu des batailles juridiques que mène en ce moment la Fondation pour l'école contre l'État. Il y a ce fameux régime d'autorisation qui court depuis presque 2 ans, qui est très compliqué parce que l'État essaie effectivement d'empêcher l'ouverture des écoles hors contrat. Légalement, il ne peut pas les empêcher, puisqu'on a la Constitution qui laisse la liberté d'instruction et qui n'impose pas l'école comme voie unique d'instruction. Les parents restent les premiers éducateurs de leurs enfants et ont en théorie la liberté de les instruire comme ils le souhaitent. L'Europe aussi tape sur les doigts de la France régulièrement en rappelant que non, les écoles hors contrat doivent exister. Le problème, c'est que l'État essaie évidemment de maintenir son monopole. Voilà, et plus le monopole est politisé, plus il est fervent et réaffirmé. Donc oui, les écoles hors contrat sont très menacées, mais elles sont très vigoureuses et on se bat pour défendre justement, et pour défendre la mosaïque que composent les écoles hors contrat. L'idée, c'est pas de faire une contre-éducation nationale avec des écoles normatives, toutes sur le même modèle, etc. Ce qui est intéressant, c'est de défendre vraiment la liberté et de laisser les gens assumer aussi potentiellement leurs erreurs et leurs échecs, mais laisser les gens prendre des risques et se lancer dans l'aventure, parce que l'éducation, c'est une aventure. Et il faut des aventuriers pour se lancer. Donc la Fondation soutient tous ces mouvements-là, mais on est très soucieux de garder justement la pluralité idéologique, religieuse, pédagogique au sein des écoles, pour que ce soit un vrai terreau vivace. Mais ça se maintient de haute lutte parce que l'État souhaiterait effectivement uniformiser et les contenus et les pratiques pédagogiques. Donc tout est très menacé, mais bon, c'est un combat, et c'est un combat qui quand même aujourd'hui fédère de plus en plus de gens et d'énergie et qui commence à être un peu dédiabolisé
la population civile entend l'urgence de la situation et est de plus en plus ouverte. Enfin, on voit des écoles qui fleurissent partout. On a dépassé l'année dernière la centaine. Souvent, il y avait 20, 25 écoles qui s'ouvraient tous les ans. L'année dernière, il y a eu plus de 100 écoles nouvelles créées pour la rentrée 2018. Donc ça veut dire qu'il y a partout en France des énergies qui se fédèrent et qui se lancent dans les projets malgré tout ce que l'État va leur mettre comme bâton dans les roues. Parce que voilà, moi j'étais boursière toute ma scolarité, donc j'avais cette idée, alors mon père est communiste, voilà, donc j'avais été élevée dans le culte quand même d'une certaine discipline, on va dire ça. Et donc j'avais dans l'idée que je devais à l'État un certain nombre d'années. Donc après mon agrégation, j'ai postulé dans le public, enfin j'ai signé pour le public, avec l'idée que l'État avait financé mes études, donc je devais rendre à l'État ce qu'il m'avait donné. Et donc j'ai travaillé 10 ans dans le public, 5 ans en pôle violence, en banlieue nord de Paris, et 6 ans en classe préparatoire. Et après, je suis partie dans le privé sous contrat. Dans tous les établissements que j'ai fréquentés, j'ai jamais vu d'inspection réelle. On n'est jamais venu inspecter que dans les frigos, il n'y avait pas de la nourriture avariée, ou que les rampes pour handicapés n'étaient pas pleines de mousse. Il y a des inspections régulières, mais enfin, ça se fait en toute courtoisie. Voilà, c'est des inspections de contrôle, simplement, qui partent sur un principe de confiance. Dans les établissements hors contrat, quand ils arrivent, les inspecteurs, ils arrivent à 15, à 16 parfois. C'était arrivé au PEC, ils arrivent pendant 3 jours, et là ils passent tout. Enfin, ils ouvrent les tiroirs, les machins, les compteurs, ils regardent les fusibles, ils regardent tout. Donc on voit bien que la pression est quand même très, très lourde et que les gens qui se lancent dans l'aventure doivent avoir les épaules assez solides pour affronter tous les bâtons, pour sauter par-dessus tous les obstacles qu'on va mettre sur leur chemin. Mais ça se fait. Mais c'est pas idéal non plus, vous voyez, c'est pas parce qu'une école est hors contrat, c'est pas parce qu'une école est sous contrat ou qu'elle est publique que c'est le diable et que tout est mauvais dedans, et c'est pas parce qu'une école est hors contrat que c'est une oasis de sainteté. Il faut imaginer que, ce que je disais, l'éducation c'est avant tout des hommes, et c'est ce qu'on oublie. Donc dans toutes les structures, il y a des gens fabuleux qui font un travail incroyable, et des brebis galeuses qui font du mauvais travail avec les enfants. Donc heureusement, et c'est ce qui tient encore, heureusement, dans les structures d'État, que ce soit dans les écoles publiques ou dans les écoles privées sous contrat, il y a partout des enseignants extraordinaires, des chefs d'établissement extraordinaires, des éducateurs réellement, qui font un travail fabuleux avec les élèves. Mais est-ce que l'école catholique d'Équilibre n'a pas vendu son âme tout simplement pour des questions d'argent? Parce que finalement, comme ils suivent les programmes, peu ou prou, ils sont dans le même moule, l'État est gagnant, puisque tout le monde suit la même voie. Donc les écoles catholiques, qu'est-ce qu'elles représentent au milieu de tout ça? Elles se réveillent. Est-ce qu'elles ont une singularité par rapport aux autres? Oui, je pense qu'il y a quand même certaines écoles catholiques qui ont une singularité encore. Il y a beaucoup d'écoles catholiques qui sont juste devenues des écoles dans lesquelles on peut exclure les élèves trop dissipés, qui ont abdiqué et leur liberté pédagogique et leur liberté d'esprit et la dimension religieuse aussi. Il y a quand même beaucoup d'écoles, même sous contrat, qui résistent et certaines qui se réveillent. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les écoles catholiques, et ça, on peut dire merci à certains cardinaux, à certains évêques, je pense à Monseigneur Ray, je pense à Monseigneur Catnos, je pense au cardinal Sarah, qui quand même, et à Monseigneur Aumonier, qui quand même ont pris des positions pour secouer un peu le cocotier et qui ont mis les gens devant leurs responsabilités en disant voilà, vous avez l'étiquette, et concrètement, est-ce que le projet, ce que vous réalisez, correspond à ce qu'on attend de vous? Est-ce que les gens attendent de vous? Est-ce que l'Église attend de vous? Donc le problème, c'est que ce que l'Église attend des écoles, c'est pas très clair. On va dire ça aujourd'hui. Donc voilà, sorti de certains lieux, certains prélats, c'est assez flou. Moi, je me souviens on avait eu une grande réunion, j'enseigne en Picardie, et le secrétaire général de l'enseignement catholique avait fait une grande conférence pour les enseignants. Donc on avait tous été conviés, et je lui avais posé la question, c'était son intronisation, il venait juste d'être élu. Et je lui avais posé la question des manuels scolaires. Je lui avais dit, voilà, il nous avait fait tout un beau discours, vraiment catholique, machin, il faut qu'on affirme notre identité. Enfin, c'était la croisade. Donc je me suis dit, ok, allons-y. Donc je pose la question. On était, je sais pas, il y avait 3000, 4000 enseignants. C'était tous ceux du sud de l'académie. Et je lui dis, voilà, est-ce qu'on peut espérer à ce moment-là qu'il y ait des éditions catholiques qui relancent des manuels scolaires? Il y en avait avant. Et l'Église a laissé tomber financièrement les éditeurs catholiques qui se sont effondrés, qui n'ont plus proposé de manuel, et donc on travaille avec les manuels du public, qui véhiculent des positions, les manuels de SVT, les manuels de français, véhiculent des positions qui sont opposées aux positions chrétiennes.
Et nous dit, est-ce qu'on peut espérer qu'à ce moment-là, dans l'enseignement catholique, on puisse avoir l'émergence, parce que je sais que les manuels, ils travaillent par exemple. Les charismatiques sont très avancés là-dessus. Et ils ont un groupe de travail spécialisé sur les manuels scolaires et ils sont en train d'élaborer des manuels. Sauf qu'on ne les voit jamais venir. Vous voyez, il n'y a pas d'audience. Et il m'a dit non, c'est une question qui n'est absolument pas d'actualité et c'est inenvisageable. Donc voilà, j'ai reçu une fin de non-recevoir. Voilà, c'était très clair. Donc ça veut dire manuel du public, programme du public. Je lui avais dit même pour les questions sensibles. Je ne dis pas qu'il faille un manuel de maths catholique. Quoique ça pourrait être sympa, voilà, rencontrer les hosties dans le ciboire ou ce genre de choses, ça pourrait être amusant. Mais c'est qu'il n'y a pas mort d'homme dans le contenu des manuels de maths en général, c'est pas éminemment subversif. Mais en histoire, en philo, en français, en langue, en SVT, ça tombe sous le sens. Enfin, c'est vraiment une question de bon sens d'imaginer qu'il n'y a pas de compatibilité entre les manuels édités par Bordas, Belin, etc. et les écoles catholiques. Et l'école catholique, aujourd'hui, ne peut pas en entendre parler. Donc effectivement, il y a des enjeux financiers, politiques qui échappent à l'intérêt propre des élèves. Est-il exact, au lendemain de cette formidable manifestation qui avait eu lieu sous Mitterrand, à propos de l'école libre, on avait dit on suppose qu'il y a eu un accord entre les autorités catholiques et l'État pour mettre un terme à la démarche qui avait été entreprise par Mitterrand ou par ceux qui l'entouraient, et puis le fait que finalement les écoles catholiques ne devraient pas représenter un certain pourcentage par rapport aux écoles publiques. Oui, c'est 20%. Enfin, on est à 17%. Donc, ce qui fait qu'on ferme des... Nous, on a des listes d'attente incroyables. Donc, la plupart des écoles catholiques ont des listes d'attente, on pourrait doubler nos effectifs. Et l'État refuse d'affecter des professeurs. Alors moi, quand j'étais en pôle violence, c'était très tranquille. En première S, j'avais 17 élèves. Donc en seconde, j'en avais une petite vingtaine, dont la moitié était plus vieux que moi. Donc c'était tout à fait étonnant en début d'année. J'avais 21 ans quand j'arrivais, j'avais des secondes qui dormaient en prison qui avaient 21 ans aussi. Donc voilà, ils commençaient à draguer au départ, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'on n'était pas du même côté du bureau. Mais là, voilà, on avait très peu d'élèves. Et dans beaucoup d'établissements privés sous contrat, ils sont 40 par classe et on ne leur donne pas d'enseignants supplémentaires. Et voilà, nous, on est aussi là à la Fondation pour leur dire mais vous avez le droit d'ouvrir des classes hors contrat et vous n'avez rien à demander à personne et n'hésitez pas à le faire. Mais les disparités régionales sont très grandes. Là aussi, il y a beaucoup d'accords, de négociations qui ont été faites. Parce que quand on regarde, on a 17% au niveau national, mais entre 16 et 20%. Mais en Bretagne, par exemple, c'est plus de 35% des élèves qui sont scolarisés dans des écoles catholiques. Dans la région de Nantes, etc., on est à 40%. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres régions où il n'y a pas d'école. Puisque c'est un système de vases communicants, il leur faut un pourcentage, il ne faut pas que ça dépasse 20% du nombre total d'élèves au niveau national. Donc voilà, ça veut dire que dans le sud, quand on regarde vers Montpellier, vers Toulouse, etc., il y en a beaucoup moins que dans certaines régions qui sont historiquement plus dotées. On n'allait pas fermer les établissements qui tournaient vraiment très bien. Ça aurait fait des émeutes dans la population, donc on les a maintenus. Et oui, c'est bloqué, c'est le rectorat qui bloque les affectations d'enseignants. Et nous, dans l'éducation nationale, on travaille en volume horaire. Donc c'est le rectorat qui affecte un nombre d'heures. Et après, les chefs d'établissement répartissent les heures en fonction des programmes, des impératifs et puis de leur choix propre. Donc voilà, il suffit de bloquer le nombre d'heures, et du coup on bloque le nombre de classes. Après, il faut trouver des financements annexes. Et c'est vrai que beaucoup d'écoles n'ont pas ce courage de trouver des financements. Beaucoup de parents seraient prêts à payer. Quand on voit les sommes absolument délirantes que les parents versent aux organismes de cours particuliers, aux profs particuliers, c'est en volume, ça a quelque chose d'effarant. On se dit, plutôt que de les donner à Academia ou à d'autres, je fais de la publicité là en plus, au lieu de les donner à d'autres structures privées de cours particuliers, autant qu'on ouvre des classes hors contrat dans ces établissements qui sont surdemandés par les parents, parce que les parents ont confiance dans le projet éducatif et scolaire de ces établissements, et que ces classes soient ouvertes hors contrat et qu'on rebascule ça sur la totalité des cotisations. Mais il faut du courage, parce qu'il faut affronter le système. Vous aviez une question ? Oui, j'ai une question. En 2005, un livre a été publié qui s'appelait La fabrique du crétin, oui, mort programmée de l'école par Jean-Paul Prégali, agrégé de lettres modernes. Oui. Régis Debray sort actuellement un livre qui s'appelle Bilan d'une faillite, qu'il a présenté à la Procure la semaine dernière, avec lequel j'ai pu discuter 2 minutes. Il dresse, en tant qu'agrégé de philo, je crois, un constat désabusé
de l'état de l'éducation et de la société. Et l'objet du livre est d'un père qui s'adresse à son fils. Son fils lui demande, mais quelle filière, lettres, économique, sociale, scientifique. Régis Debray, c'est fini l'an prochain, ça. C'est fini. Ouais. Mais Régis Debray, qui a fait normal sup et agrégé de philo, on vient à lui dire, mais écoute, c'est S, la voie royale. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, 13 ans après le livre de Jean-Paul Bregueli, on arrive au point où les choses vont s'inverser, ou bien il y a encore du... Oh non, on n'est pas au fond. On n'est pas au fond. Ah non, pour remonter, il faut toucher le fond de la piscine, je pense qu'on a de la marge encore. On peut largement descendre. Comme je vous ai dit, ça tient grâce à d'innombrables bonnes volontés qui font encore, chacun dans leur classe, chacun dans l'établissement, du bon travail. Du coup, il y a quand même pas mal de choses qui tiennent. Moi, je viens de corriger j'étais membre du jury d'un concours d'une grande école d'ingénieurs. Je viens de corriger 240 copies là, sur 3 semaines. Ce que j'ai lu, c'était pas mal. Alors, on a la moitié des copies qui perdent des points d'orthographe. D'accord. Syntaxe, etc. Bon. Mais majoritairement, ils sont capables de construire une dissertation. Enfin, on a eu beaucoup d'élèves qui, visiblement, avaient été bien formés en amont. Alors, ils sont souvent bien formés un peu à l'arrache sur les dernières années. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se récupèrent en lycée et en prépa. Le problème, c'est le collège. Depuis le collège unique de 75, ça s'est vraiment effondré. Le problème, c'est l'enseignement des années collège. D'ailleurs, les collègues le disent. Quand vous allez en salle des professeurs, beaucoup de collègues vous disent qu'ils récupèrent. Alors, il y a l'adolescence. Moi, j'ai des garçons, j'en ai un qui a 12 ans, un qui a 16 ans. Je découvre, surtout chez les garçons, cette espèce de no man's land que sont ces quelques années, là, entre 12 et 15, où il se passe quelque chose d'assez étonnant et un peu effrayant vu de l'extérieur. Mais beaucoup de collègues nous disent, je récupère en 3e des élèves que j'avais en seconde, en 6e. En 6e, ils étaient pétillants, ils étaient curieux, ils savaient plein de choses. Et en 3e, ils sont dévots. Ils ne savent plus rien. Et je leur dis, mais ça ne vous inquiète pas de les avoir fait régresser en 4 ans. Quand même Et en fait, c'est toujours la faute des autres. C'est-à-dire que nous, en lycée, on dit c'est la faute des profs de collège. En collège, je dis c'est la faute du primaire. Dans la primaire, ça doit être la faute de la crèche, la faute de l'embryon. Vous voyez, à un moment donné, il y a toujours on se retourne toujours sur quelqu'un. Mais il y a bien un moment donné où il se passe quelque chose, effectivement, il y a un problème de formation. Mais on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'élèves qui passent à travers les mailles du filet parce qu'ils sont tombés quelques années sur un bon enseignant. On les voit quand même, on a pas beaucoup d'heures avec les élèves. Sur un an, on peut faire un vrai bon travail. Et on peut remettre des tuteurs un peu partout. Donc rien n'est jamais perdu. Enfin, moi, je suis pleine d'espérance et je me dis, dans la vie d'un humain, rien n'est jamais perdu. Vous ne seriez pas là ce soir pour écouter des conférences. Vous voyez, si vous pensiez que tout s'était joué dans l'éducation que vous aviez reçue avant 14 ans. Donc je pense que rien n'est perdu à aucun moment. Il suffit de rencontrer les bonnes personnes et d'être disposé à les écouter aussi. Parce qu'il y a des âges, voilà, il ne suffit pas d'avoir un bon prof, il faut que l'élève en face soit quand même réceptif. Et on en croise dans sa scolarité. Et puis à un moment donné, il y a beaucoup d'élèves qui ont aussi des familles derrière, il y a plein de systèmes qui rattrapent. Et moi, je trouve qu'on arrive à avoir des élèves qui ont un niveau qui n'est pas désespérant. Alors, qui est moindre que le niveau il y a quelques années, on est d'accord. Moi, j'ai une collègue de maths qui a pris sa retraite à 44 ans. Qui m'a dit, moi, je sais pas ce que je fais là, elle était prof en maths sup. Et maths sup et maths spé, elle me disait, moi, je ne sais pas ce que je fais en cours, mais c'est plus des maths. Elle me dit, ça va à peine compter quand ils arrivent. Alors, c'est un grand lycée parisien, élèves ultra sélectionnés et tout. Elle me dit, bon, je ne sais pas ce qu'on fait avec eux, ils ne savent plus compter, donc moi, je vais faire autre chose. Elle a pris sa retraite à 44 ans et elle est partie. Et c'est vrai que je parlais beaucoup, j'avais une classe de MP, donc quand même des maths sup spécialisés qui ont pris la spécialité maths. C'était 9 heures de maths dans leur semaine de cours. Et le prof de maths me disait, on récupère des élèves qui en vrai ne savent pas grand-chose, mais on les met tellement sous pression qu'ils apprennent très très vite. Et en fait, les enfants ont la même capacité d'apprentissage que ceux des générations antérieures. Donc si à un moment donné on lance la machine, ça fonctionne. Et donc, mais il me disait, effectivement, on les amène à la fin, quand ils sortent de spé, ils sont incapables de passer le concours de Polytechnique féminine des années 40. Ce qui n'est pas très enthousiasmant quant à l'avenir de nos ponts, de nos routes, Enfin, on comprend mieux pourquoi l'Opéra Bastille s'effondre, etc. Ils sont aussi, leurs calculs ne sont pas toujours très très précis sur certains trucs. Mais, oui, moi, la réserve que je vois, excusez-moi, juste 2 secondes, c'est que dans les années 60, le système en général portait tout le monde, élevait tout le monde. Et moi, je viens du primaire des années 60. Ouais. Alors que maintenant, je pense que le système est profondément injuste. Bien sûr. Parce que le système s'effondre. Et si vous avez la chance, dans le carnet relationnel, aux relations, aux connaissances, informations, de connaître les bons professeurs, les bons établissements. Ah c'est sûr qu'une scolarité à Saint-Jean-de-Passy, c'est pas une scolarité dans la petite ville. Alors après, c'est ce que je vous ai dit. Dans les villages, nous, on a un formateur
qui fait la formation de CP pour l'ILFM, qui est un homme absolument extraordinaire. Mais moi, j'ai qu'un rêve, c'est que mes enfants soient dans sa classe. Il est dans un petit village de 400 habitants au fin fond de l'Allier. Et il ne veut pas en bouger, il est très heureux. Mais je me dis, voilà, le paradis, pour un enfant de CP, il est là. Voilà, oui, et ça peut se trouver, il suffit de tomber sur le maître. Voilà, le maître qui... faut de la chance, il faut du hasard, il faut des bons renseignements, etc. Et c'est vrai que c'est moins... Après, je pense qu'il ne faut pas non plus fantasmer le niveau des générations antérieures. Oui, il y a une vieille phrase, alors on ne sait jamais trop à qui l'attribuer, à Louis Bonnat, à plein d'autres, qui dit « tout a toujours été très mal ». Je pense que voilà, dans l'éducation, c'est pas faux quand même. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des moments donnés où ça a été bien pour tout le monde et où le système marchait de façon vraiment idéale pour tous. Je pense qu'il y a toujours eu quand même pas mal de soucis. Il y a des moments où ça marchait mieux que maintenant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des pôles où ça fonctionne très bien. Je pense vraiment qu'on peut encore s'effondrer largement davantage. Ils sont pas nombreux. Hein. Et si. Non, mais il faut être plein d'espoir. Sinon, je ne serais pas enseignante si je n'étais pas pleine d'espérance. Vous voyez, quand j'ai des classes de 30 devant et que je les écoute et que je vois ce qu'ils m'écrivent en début d'année, je me dis, mon Dieu. Et puis on en fait un truc, voilà, en fin d'année. Ils ne connaissent pas la grand-mère. Mais ça, c'est pas de leur faute. Et Je n'accuse pas eux, j'accuse les enseignants. oui. Mais la société aussi, dans le sens... pourquoi ferait-il... Vous ouvrez le Figaro, vous regardez le Figaro en ligne, il n'y a pas un article où il n'y a pas des fautes. Les jeunes se disent, ma prof, cette vieille réac, elle demande 2 points, 3 points parce que je fais des fautes, alors que lui, il est journaliste au Figaro, il fait une faute, on lui dit rien, il y a des dizaines de milliers de gens qui le lisent. Oui, donc ils voient bien à leurs parents que leurs parents... nos enfants sont pas enfin, il y a une relation avec les parents. Donc les enfants, le nombre de parents qui viennent aux réunions qui nous disent on n'arrive pas à suivre les devoirs des enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui sont quand même formés par des gens de ma génération, qui ont été formés à la méthode globale, qui ont été formés au collège unique, etc. Ils sont très mal formés aussi souvent. Donc les gamins posent des questions aux parents en histoire, en sciences, en anglais. Les parents ne savent pas répondre. Donc l'enfant se dit c'est bon, le prof il est ultra spécialisé, il me pose des questions, mais en vrai, dans la vraie société, ça ne sert à rien. Puisque mes propres parents ne savent pas répondre. Donc il y a aussi la société envoie un miroir. Qui est-ce qui gagne de l'argent aujourd'hui? Le chercheur au CNRS va être à 2100 €. Zidane, on lui propose combien? 53 millions à l'année pour aller faire du football. Voilà, c'est ça qui suit les enfants entre Kim Kardashian et les joueurs de football. Ils se disent attendez, voilà, votre modèle intellectuel qui va faire qu'on ne pourra même pas se payer un studio de 9 mètres carrés à Paris, c'est très bien, c'est bien de savoir des choses. Ça rend peut-être heureux. Est-ce que les intellectuels donnent aussi l'image de gens heureux? Quand les enfants regardent la télévision, qui regardent Zemmour, qui regardent Finkielkraut, qui regardent leurs enseignants. Regardez la tête des profs de lettres, des profs de philo, etc. Ils sont tous plus déprimés les uns que les autres. Les élèves se disent soyons prudents, n'apprenons pas trop. Visiblement, ça ne rend pas heureux. Vous voyez, je pense que la société ne valorise pas le savoir. Voilà. Donc, à l'université, j'ai retrouvé la même chose. Tout ce que vous dites, je l'ai retrouvé à l'université. Et les phrases que vous avez dites, on les disait, on disait mais attendez, dans quelques années, les avions vont tomber. Vous avez utilisé les mêmes termes, les ponts vont s'écrouler si vous continuez comme ça. Ouais. Et c'était le discours qu'on tenait à l'université. Ouais. Puis l'orthographe, le doyen disait Picard, arrêtez, à la Sorbonne un petit peu, mais ici, ne leur mettez pas des 2 parce qu'ils ont fait 2 fautes ou 3 fautes. Alors là, aujourd'hui, vous voyez, à des concours comme les mini-centrales et les arts des métiers, on enlève 1 point pour 10 fautes. On n'est plus à mettre 2 quand il y a 2 fautes. Hein. Voilà, c'est 1 point. Nous, on a des copies à 70, 80 fautes sur une copie de 8 ou 9 pages, hein, pour des élèves qui vont devenir ingénieurs. Donc, mais ce sont des fautes d'usage, c'est-à-dire qu'à l'oral, leur copie est exacte. Et voilà. Voilà. Mais c'est vrai, ils n'ont aucune notion de la gestion des E, des S et de la conjugaison des verbes du premier groupe avec les lettres muettes. Donc, Madame, je ne vais pas vous poser cette question, vous avez ici 2 collègues, une prof de maths et une prof de lettres, et je voudrais bien savoir, voilà, leur réaction. Après, on fera peut-être une discussion, mais je voudrais bien savoir à chaud leur réaction à toutes les 2. Ah non, je suis d'accord avec madame. Non, je suis d'accord. Simplement, il y a un problème qui s'ajoute à tous les autres problèmes, c'est les élèves petits qui sont dans les villages. Le nombre d'écoles diminue, et il faut donc les transporter en bus. Ouais. Et moi, quand je les vois en bus tout petits, mais j'ai le cœur brisé, quoi. C'est des petits mômes, ouais. Et ils sont tout seuls dans le bus. C'est ouais. Au point où parfois, les gens qui doivent vérifier les bus en oublient dans le bus. Ouais.
Ils sont petits. C'est un fait. Oui, c'est arrivé à une de mes filles. Oui. Oui, oui. Mais oui, moi j'habite en zone rurale et l'école de mes enfants commence à 8h30 Ouais, et le bus passe à 7h40. ouais. Donc ils prennent le bus dès la fin de primaire à 7h40 du matin pour aller à l'école. On retrouve les situations, et c'est vrai que ça me rappelle mon grand-père qui habitait à 5 km de l'école parce que c'était dans le village d'à côté, il y allait à pied. Voilà, et nous aujourd'hui 5 km, on se dit bon c'est 2 minutes en voiture, mais lui il y allait à pied, donc il mettait 1 heure. Pour y aller 1 heure, 1h15. Et là aujourd'hui on retrouve ça mais en bus. Parce que les écoles sont rassemblées, c'est les fameux regroupements scolaires, les REP, et les écoles sont rassemblées en réseau pour des questions financières, effectivement. Mais une école pour ça. oui, mais d'un autre côté on ne peut pas. Parce qu'il y a vraiment une réalité. La population tape sur l'école. Mais moi, j'invite vraiment, c'est le discours qu'on a à l'ILFM et c'est le discours que je tiens vraiment aussi à chaque conférence et dès que je peux, dans les dîners, etc. Mais il faut que les gens s'investissent dans l'école. Il nous faut des enseignants. Et il faut que les hommes s'investissent. 75% de femmes dans l'éducation nationale. Alors c'est bien, mais les enfants, ils sont élevés. C'est un immense gynécée en fait qu'on est en train de créer. C'est-à-dire que les jeunes garçons qui sont confiés, les papas, on ne sait pas où ils sont, ils travaillent, etc. Ils rentrent tard le soir, les enfants ne les voient qu'à 20h quand ils vont se coucher. Mais toute la journée, ils sont passés, ils ont été pétris par cette espèce de giron énorme qui est devenue l'éducation nationale, qui est une sorte de superstructure maternelle. C'est bien, mais moi je suis une femme, je ne sais pas former un homme. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'est un homme, ce qu'il ressort à l'intérieur. Ils ont besoin à un moment donné de se confronter avec des hommes. Et on serait ravis. Moi j'ai été formée dans des écoles rurales dans les années 70-80 dans le centre de la France. J'ai pas eu une seule institut de femme. Je n'ai eu que des hommes. Je me dis aujourd'hui, mais c'est pas la même chose. Vous voyez, j'ai eu que des hommes et des hommes en fin de carrière. Donc, qui avaient laissé les programmes, qui disaient oui, on va nous oublier dans nos petits villages de 300 habitants. Ils laissaient courir les réformes et ils faisaient comme ils avaient toujours fait. Les femmes sont plus disciplinées aussi. Et il y a un côté plus, dès qu'il y a une loi, comme moi j'étais sidérée, la réforme du collège, je ne sais pas si vous avez vécu la même chose dans vos établissements. La loi n'était pas encore passée, qu'elle était déjà appliquée dans les programmes du collège. J'aurais dit attendez, minute papillon, il y a des nouvelles élections dans 2 ans, rien de presse. A priori, cette loi, visiblement, elle ne tiendra pas. C'est là qu'on s'est trompé. Elle a tenu, elle y est encore, elle n'a pas bougé. Mais cette fameuse réforme du collège, les EPI, les machins, rien n'a été supprimé. Et vous voyez, l'idée, c'est de se dire, on attend au moins que la loi soit passée, on laisse aller au front 2-3 établissements, si possible publics, qui soient un peu expérimentaux, qui fassent le truc, puis quand on est obligé, on applique. Ben, pas du tout. Les gens avancent. Et pourquoi les gens avancent aussi? Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes. Et il y a ce côté discipliné, craintif, qui fait... mais je pense que c'est vraiment délétère, entre autres pour les jeunes garçons. Pourquoi il y a autant de redoublements chez les garçons? Nous, quand on était en pôle violence, il n'y avait quasiment que des femmes dans la zone éducative, on avait 25% de redoublement chez les garçons, en seconde. C'est énorme. Donc 25% chez les garçons, on avait 7-8% chez les filles. Et moi, toutes mes collègues, alors moi j'ai 2 garçons en aîné, en plus ils ont des profils atypiques. Moi, les chiens ne font pas les chats, donc je gère leurs problèmes scolaires. Mais mes collègues sont tout le temps là, ah c'est pas possible, regardez comment ils écrivent. Je dis, ouais, c'est des garçons. Alors, ils adorent l'écriture ronde, les filles, les copies. Il faut que ce soit surligné en rose, les machins. Et je leur dis, mais arrêtez de leur virer des points pour l'orthographe, et regardez comment ils pensent, regardez comment ils ont réaménagé le truc, etc. Mais la présentation, c'est absolument essentiel. Pourquoi tout ça c'est essentiel? Parce que c'est des femmes qui enseignent. Donc il faut que les copies soient propres, que ce soit trié. Moi ça m'amuse toujours quand je vois les garçons qui arrivent pour passer le bac et qui sortent leur liasse de texte en vrac de leur sac. Et quand je vois la petite fille, et qui vont faire des très bons oraux. Parce que le cours, ils l'auront compris, ils sont intelligents, ils sont cultivés. Et puis la fille, après, qui arrive, elle a son trieur, tout est bien fait, elle a ses petits intercalaires, ses petites feuilles de couleur, c'est classé par période et tout. Voilà, on a 2 modes différents. Le problème, c'est que dans l'éducation nationale, il n'y a plus que des petits trieurs à intercalaires. Et les garçons, ils font exploser le système. Et donc, forcément, ils le rejettent aussi. Donc, je pense que le problème des regroupements scolaires, etc., c'est aussi la pénurie réelle d'enseignants. En vrai, il n'y a personne. Et ils ont beau recruter, ils mettent des post-it dans les facs, etc. On essaie de recruter partout. Et personne ne veut venir devant les ados. Parce que les ados font peur dans notre société, plus personne ne veut s'en occuper. Donc, et les parents les confient les gamins autant qu'ils peuvent. Ils confient, voilà, Des chats. Est-ce qu'il y a le même difficulté de recrutement dans les écoles privées en contrat? Alors on a moins de difficultés, mais oui, mais je pense qu'il y a un effet. Il y a moins de difficultés parce que dans les écoles hors contrat, il y a un vrai projet d'établissement. Donc les gens adhèrent au projet, ont envie de participer à une œuvre. À côté de ça, il y a aussi l'idée que les élèves des écoles hors contrat sont quand même beaucoup plus triés.
qu'on a des élèves qui sont avec des familles qui ont pris le risque de les mettre dans leur contrat, donc la famille va suivre, qu'on ne va pas se retrouver avec les petits sauvageons qu'on a, non éduqués, qui regardent la télé toute la journée, etc. Donc il y a l'idée que c'est un public plus facile, et c'est pas faux, dans certains cas, pas toujours évidemment, mais c'est parfois pas faux. Il y a quand même de vrais problèmes de recrutement aussi. Regardez à l'INFM, je ne sais pas exactement combien on forme d'étudiants tous les ans, mais on en forme au maximum 25 ou 30. Il y a 100 écoles qui ont ouvert. 100 écoles, on n'ouvre pas une seule classe, on ouvre toujours plusieurs classes en même temps. On est au moins à 300 enseignants en besoin. On en sort 25. Alors après, il y a le recrutement, des mamans de bonne volonté, des militaires en retraite, etc. Ça ne suffit pas à couvrir les besoins. Allez regarder sur les sites, on voit même que les écoles hors contrat passent leur temps à chercher des enseignants. Il y a un turnover énorme. En plus, il y a beaucoup de femmes jeunes. Elles commencent souvent dans les écoles hors contrat, elles sortent des études. Ce ne sont pas des gens qui décident de quitter le public ou le sous-contrat, qui vont passer dans leur contrat. Ça arrive, et c'est rarissime. Souvent, ce sont des jeunes étudiantes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme ce sont des femmes, des jeunes étudiantes, 2 ans après, elles se marient, 3 ans après, elles ont le premier enfant, et puis elles ne sont plus là. Donc, elles sont là théoriquement dans les bases administratives, mais en vrai, elles ne sont plus en poste. Donc, le problème du recrutement est moindre dans leur contrat, mais il est présent, et c'est vraiment un problème crucial. Et c'est plus féminisé aussi dans leur contrat. La proportion est la Oui, même. c'est très féminisé. Non, mais la proportion est la même. Oui, c'est pareil. Voire plus, parce que c'est souvent du primaire. Quand même, il y a une surreprésentation des écoles primaires dans les écoles hors contrat. Donc dans le primaire, au niveau national, on est à 92 à 94% de femmes. Elles ne s'entendent pas d'hommes pour Ah ben non. Enfin, ça se comprend aussi. C'est que d'un côté, c'est pas valorisé ni financièrement ni socialement. Donc ça attire peu les hommes. De plus, les enfants sont de plus en plus infantilisés. Donc il y a un côté très maternel. Enfin, quand on nous dit aujourd'hui qu'il faut quand même que l'enfant soit propre quand il rentre en maternelle. Ah oui, mon Dieu, à 3 ans, un enfant il est propre, normalement, vous voyez. C'est quand même, c'est énorme. Comme à l'époque où on lavait les couches à la main, on n'attendait pas que l'enfant ait 3 ans pour le rendre propre. On s'organisait pour que ce soit fait avant. Donc il y a un côté très infantilisant, ce qui fait que ça attire pas beaucoup les hommes. Parce qu'il faut vraiment materner les enfants très longtemps, qu'ils restent de gros bébés jusque quand même très tard. Et puis, il y a le problème de la pédophilie. Enfin, dès qu'un homme arrive dans les classes, tout le monde a les radars qui sont... tout le monde, qu'est-ce qu'il fait là? Quelles sont ses motivations? Et une femme, on ne se pose pas la question. Et oui, elle aime l'enseignement, elle aime les enfants, elle aime ceci, elle aime cela. Alors dès qu'un homme arrive dans une école primaire, il y a un effet de méfiance, c'est inconfortable. Et je pense que ça attire pas. Et le problème, ça se pose moins, plus on monte, vous voyez, on est à plus de 92% de femmes dans le primaire, il y a plus que 35% de femmes dans le supérieur. Et plus on monte, moins il y a de femmes. Je pense que plus on monte, plus c'est valorisant socialement, mieux c'est payé, et puis moins il y a de risques. Enfin, plus les élèves... moi, il y a de risques d'ambiguïté avec les élèves, d'ambiguïté qui pourraient amener une propre sociale. Quand dit-on, l'école actuellement devient ennuyeuse. Oui, à force d'être ludique. Je connais énormément d'adolescents qui ont ras-le-bol. Bien sûr, mais on rabâche tout le temps les mêmes choses. Comme les classes sont hétérogènes. Ils n'ont aucune imagination. C'est toujours la même chose. Et le ronron. Après, on s'étonne. Oui, alors c'est un petit peu toujours le système du serpent qui se mord la queue. Oui. Si les élèves étaient plus motivés, plus moteurs, etc. Les professeurs... Ils commencent à connaître, ouais. Je peux vous dire. Ah oui, je pense que la Première Guerre mondiale, ils sont au point aussi. Oui, cette année, j'avais une petite en grande section, une petite en CE1, une petite en CM1 et un garçon en 6e. Ils ont fait la même chose. Du coup, j'étais moins motivée pour écouter celle de grande section. Je lui ai dit, tu sais, cocotte, dans 2 ans, tu me la refais. Ta leçon sur le Moyen-Âge, sur la préhistoire. Dans 2 ans, dans 4 ans en circole et dans 6 ans en circole. Mais la même. Il y avait, en 6e, il y avait 3 dates en plus. C'était un peu plus précis. Mais ils avaient la même frise, la même terminologie, la même leçon. Donc, je leur ai dit, armez-vous de patience parce que vous voyez, tous les 2 ans, alors j'espère que vous ferez un truc nouveau, qu'il y aura une alternance année paire, année impaire, je sais pas. Mais c'est quelque chose de désespérant. Et quand on a comme ça, quand on le voit, c'est après, je pense que les parents oublient, puis les parents ne surveillent pas forcément trop les devoirs. Il y a plein d'enfants plus ou moins autonomes. Mais oui, là j'avais les 4. Je me suis dit octobre, voilà, j'ai les 4 cours. Et ça veut dire que de 6 ans à 12 ans, en histoire, ils font la même chose au même moment dans l'année, le même truc. Et je comprends que... mais les profs vont vous dire qu'en 6e, ils ne le savent toujours pas. Mais oui, mais peut-être qu'ils en ont assez de le faire aussi.